Bonjour Laurent Saint-Martin. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche du Val-de-Marne et tout nouveau rapporteur du budget à l'Assemblée. Précisément à partir de mercredi. Dans 2 jours. Le financement de la réforme des retraites, son équilibre sont au cœur de l'actualité, avec l'ouverture de la conférence de financement à Matignon ce matin, avec un pistolet sur la tempe, disent plusieurs syndicats. Non, je ne crois pas. Je pense que c'est au contraire capacité d'ouverture et de poursuite du dialogue de la part du gouvernement. Il faut rappeler que la conférence de financement, c'était une idée de la CFDT, qui a été justement plutôt bien accueillie par le Premier ministre et le gouvernement. Donc on l'applique, on se met autour de la table, on continue à dialoguer. Et l'idée est de trouver un compromis maintenant rapidement, parce que un texte de loi sur la table du Conseil des ministres qui arrive le 25 ou le 24 janvier pour un examen au Parlement à partir du 17 février, le temps est maintenant compté. Alors malgré tout, on est proche du but, d'après vous? Oui, je crois vraiment que le compromis est désormais possible, non seulement possible, mais imminent. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, on va avoir... Dès aujourd'hui, on va avoir des résultats. Je le souhaite fortement et personnellement, je suis assez optimiste. Ce qu'il faut dans un compromis, il faut être deux à faire un pas. Tout le monde l'a bien compris. Parce que le gouvernement a maintenant fait plusieurs pas dans la direction des syndicats et de leurs revendications. Moi, j'aimerais maintenant entendre la CFDT, l'UNSA... pas forcément dire qu'ils veuillent l'âge pivot, ça on a bien compris que ça ne serait pas le cas, mais en tout cas qu'ils comprenaient la nécessité effectivement de travailler peut-être un peu plus pour arriver à une trajectoire d'équilibre financier. Est-ce que symboliquement, dire qu'on fait un pas mais en même temps on maintient l'âge pivot dans le texte, c'est un peu contradictoire, diront certains. Moi, ce que je trouve un peu baroque depuis ces derniers jours, c'est croire que ce qui est dans un texte de loi initial est définitif et promulgué. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, ça serait faire insulte au Parlement. Le gouvernement fait le choix de proposer dans la loi cadre l'âge pivot à 64 ans si les partenaires sociaux ne proposent pas une meilleure alternative. C'est plutôt responsable, avouez-le. Si vous ne trouvez pas une trajectoire financière qui vous convienne, nous, on a une solution qui nous convient, qui est l'âge pivot à 64 ans. Il va y avoir l'examen au Parlement, ça va durer des mois et des mois. En première lecture, ce sera fait jusqu'au mois de mars, et puis après, ça va revenir en seconde lecture au printemps. Donc, vous voyez que pendant tout ce temps, on attend aussi des partenaires sociaux des propositions très précises, très concrètes, parce que je termine juste là-dessus. Le retrait de l'âge pivot, je l'ai bien entendu de la part de la CFDT et de l'UNSA. Je n'ai pas beaucoup entendu de solutions alternatives. Donc, j'aimerais bien peut-être aujourd'hui en entendre quelques-unes. Déjà sur le calendrier, effectivement, Gérald Darmanin dit ce matin au Figaro, le résultat de cette conférence, il devra être intégré au texte présenté au Parlement. Il va donc falloir aller très vite. Bien sûr, mais c'est ce que je vous disais, les jours sont comptés. La journée d'aujourd'hui sera majeure et va avoir une importance colossale. Mais on peut s'attendre à ce que dès ce soir, il y ait un calendrier sur lequel tout le monde soit d'accord et les bases. Je le souhaite expressément. Je le souhaite expressément. Pour l'instant, ce que le gouvernement a proposé et présenté au Conseil d'État, c'est le fait que s'il n'y avait aucune alternative, jusqu'en septembre 2021, alors l'âge pivot deviendrait automatiquement la solution. Méthode qui est un peu contestée, c'est de dire. Elle est responsable, cette méthode, madame. Elle est juste responsable. C'est dire, les partenaires sociaux, vous avez la main. Vous avez la main sur la trajectoire d'équilibre financier. Et d'ailleurs, Laurent Berger lui-même dit qu'il n'est pas insensible à la problématique de l'équilibre financier. Mais un gouvernement doit gouverner et doit être responsable pour les générations futures. Qu'est-ce que ça voudrait dire que de dire, après tout, l'équilibre financier, les partenaires sociaux, vous vous en occupez. On a compris, c'est l'argument de responsabilité du gouvernement. Mais il est essentiel quand on est aux manettes et qu'on gouverne un pays. Il va falloir trouver quand même un compromis entre juillet, dont parle Laurent Berger, et février-mars au plus tard. Il se passe quoi ? Je crois qu'il ne serait pas logique, et Laurent Berger l'a bien compris, d'aller au-delà de l'examen du texte au Parlement. Parce que sinon, vous comprendrez bien que ce qui sera voté définitivement au Parlement deviendrait aussitôt caduc. Donc il faut utiliser la période parlementaire, c'est-à-dire le premier semestre, pour faire simple. Donc on peut aller jusqu'au printemps, pour avoir ces discussions, cette conférence de financement et avoir des solutions alternatives à proposer. On ne peut pas aller au-delà de l'été parce que sinon le texte aura été voté et à ce moment-là, ce sera verrouillé. Donc, la discussion sur le financement peut se poursuivre alors que le texte est déjà examiné au Parlement. Bien sûr, puisqu'il y a plusieurs lectures, il y a des navettes parlementaires. C'est ça la vie parlementaire dans une démocratie, c'est que les textes évoluent. Et c'est ça qui est bien d'ailleurs, c'est que ce que dépose un gouvernement n'est jamais le texte définitif. Pour ça, les Français élisent des députés et avec les sénateurs, ils servent à modifier les textes. Que se passe-t-il si la CFDT claque la porte de la conférence de financement ? D'abord, je ne l'envisage pas, parce que quand on est dans un compromis, il faut toujours savoir dialoguer et négocier. Je suis assez convaincu que la CFDT peut reconnaître que
l'équilibre financier, ce qui n'est pas encore dit expressément, ne peut être trouvé qu'en travaillant un peu plus longtemps. Je crois que la CFDT doit faire ce pas, d'après vous. Je pense d'abord, elle le sait, et je pense qu'elle peut le dire. Je pense maintenant que le gouvernement doit aussi aller un peu plus dans le sens de ces syndicats en proposant peut-être des aménagements. Ça, c'est au gouvernement de le proposer. Mais ce qui est sûr, c'est que, je le répète, la trajectoire d'équilibre financier est non négociable. Et s'il n'y a pas de solution alternative trouvée par les partenaires sociaux, alors c'est l'âge pivot qui s'appliquera. C'est-à-dire 64 ans dès 2022. 22, bien sûr. Y a-t-il alors, pour les marges de manœuvre, question financement, si ce n'est pas l'âge pivot, c'est quoi? Hausse des cotisations patronales? Alors, il y a plusieurs alternatives. Il y a effectivement la hausse des cotisations, il y a revenir sur les 35 heures, on peut imaginer beaucoup de solutions alternatives. Moi, je trouve Vous préconisez quoi? Moi, je trouve très objectivement, et ce n'est pas pour défendre le gouvernement corps et âme, mais sincèrement, quand on accepte qu'il faut travailler un peu plus longtemps, la notion d'âge d'équilibre est cohérente, honnêtement. C'est juste l'assumer, c'est assumer une réalité. Il faut juste rappeler quelque chose. Le corps lui-même, le Conseil d'orientation des retraites, reconnaît que dans 5 ans, l'âge, si on ne changeait pas de système, pour partir à taux plein sera en moyenne déjà de 64 ans. Donc que propose le gouvernement? C'est d'inscrire dans le dur une évidence et une réalité qui existe déjà au régime général. Donc faisons-le une vérité pour l'ensemble du régime universel à venir et arrêtons d'être hypocrites. En prenant en compte les gens qui ont commencé à travailler très jeunes. En prenant en compte ceux qui ont commencé à travailler très jeunes, ça me paraît essentiel. Vous savez, ce débat un peu caduc entre durée de cotisation et décaler l'âge de départ à la retraite, ce fameux ancien débat droite-gauche, je crois qu'il est dépassé. Je crois qu'aujourd'hui, il faut réfléchir en équilibre, puisque chacun va pouvoir cotiser pour avoir des points, donc chacun va avoir une carrière individualisée qui va lui permettre d'avoir une retraite à partir de ce que nous souhaitons de 64 ans, sauf si effectivement il est dans un certain cas de métier spécifique dont la pénibilité peut lui permettre de partir avant. Mais la hausse des cotisations patronales, c'est une option. Moi, je ne la souhaite pas. Je pense que la compétitivité de nos entreprises, la politique que nous menons depuis maintenant 2 ans et demi porte ses fruits. Il y a plus d'investissements, il y a plus d'emplois. Je crois qu'il ne faut pas faire des zigzags quand on fait de la fiscalité, que ce soit au niveau des cotisations ou au niveau de l'impôt, sur ni les entreprises ni les ménages. Il ne faut pas faire de zigzags. Donc il faut de la cohérence et des trajectoires. Aujourd'hui, on a baissé les cotisations, surtout salariales. On a baissé les cotisations et les charges des entreprises et l'impôt sur les sociétés. Maintenant, c'est un mauvais signal aux entreprises. Oui, et puis de manière générale, pour le pays et pour le climat de l'investissement, ça marche. On n'a jamais eu autant de création d'emplois, on n'a jamais eu autant d'investissements dans notre pays. Ce n'est pas le moment de faire marche arrière. Le système de retraite peut, sinon on ne le proposerait pas, peut s'équilibrer financièrement avec cette notion d'âge pivot. Nous la proposons, encore une fois, si les partenaires sociaux proposent autre chose. Non, les réserves, le Premier ministre a toujours été très clair là-dessus. Les caisses autonomes qui aujourd'hui bénéficient des réserves seront les bénéficiaires de ces mêmes montants. Il y a quand même eu ce grand flou sur le chiffrage. Est-ce que ce n'est pas un peu tardif, après des mois, voire plus de négociations, d'être encore aussi peu clair sur le financement, comment les grandes masses de coûts de la réforme? Alors d'abord, c'est normal que ce soit difficile à appréhender quand on parle de 320 milliards d'euros et que c'est la première dépense publique du pays, 14% du produit intérieur brut, faut-il le rappeler. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de flou. Aujourd'hui, le système s'équilibrer et même le MEDEF le dit. On a laissé le flou s'installer au déficit. Mais je conteste cette affirmation. Il va y avoir effectivement des nouveaux droits à financer. Ça, c'est vrai. Les femmes seront gagnantes. Les agriculteurs seront gagnants. Ceux qui ont des carrières heurtées seront gagnants. Il va y avoir beaucoup de nouveaux droits. Et tant mieux. C'est bien, c'est un mieux-disant social, ça s'adapte à la société moderne. En même temps, on va supprimer les régimes spéciaux. D'accord ? Pas oublier quand même la manne financière que cela va permettre pour financer ces mêmes nouveaux droits. Et on demande aux Français de travailler un peu plus longtemps, d'accord ? Jusqu'à l'âge pivot de 64 ans que nous proposons. Ça s'appelle effectivement un package financier global équilibré. Donc il n'y a pas de flou. Il ne faut pas confondre l'équilibre financier du régime, d'accord, qui est assuré avec notre proposition, avec les détails des mesures, ou surtout les financements budgétaires qu'ils peuvent avoir à côté, par exemple la revalorisation du traitement des enseignants, où là effectivement ça va être un coût pour le budget de l'État, mais ce n'est pas la même chose que l'équilibre du système. Merci Laurent Saint-Martin. Je vous en prie.